L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Moins codifiée, plus spontanée, la convivialité s'affranchit peu à peu des injonctions sociales et s'inscrit davantage dans une logique de modération. Entre la volonté de préserver son bien-être, les contraintes du pouvoir d'achat et la recherche de moments authentiques, les habitudes évoluent. La filière des vins et spiritueux s'adapte, notamment dans les expériences proposées. Alors, où se vit la convivialité aujourd'hui ? Quelles sont les occasions qui rassemblent encore et celles qui émergent autour de la culture du vin et des spiritueux ? C'est ce que nous allons explorer dans ce deuxième épisode consacré à la convivialité avec Marie Mascret. Marie, il y a quelques semaines, tu nous as parlé des évolutions de la notion de convivialité et de la manière dont elle se réinvente. Peut-être que tu pourrais déjà rappeler, pour ceux qui n'ont pas entendu ce premier épisode, les grandes idées sur lesquelles on va se baser aujourd'hui. Alors effectivement, pendant longtemps, c'est un peu le postulat de base, les vins, les bières, les spiritueux ont été indissociables de la consommation à table, voire des grandes tablées. Aujourd'hui, les foyers sont plus petits. On a certaines traditions collectives comme les bals, les fêtes locales qui ont perdu de leur popularité. Mais il y a un élément qui demeure au cœur des instants de consommation, c'est la connexion. Parce qu'au-delà de la boisson, c'est avant tout le lien social, l'échange, le plaisir d'être ensemble qui continue de donner du sens au partage d'un verre. Que ce soit des moments intimes ou de grande envergure, les moments festifs aujourd'hui, ils se font plus simples, ils gagnent en proximité. Alors, les rassemblements sont parfois plus restreints, plus intimes, ils privilégient la qualité des échanges à la taille de l'événement, ou à l'inverse, ils sont plus importants, mais ils se donnent les moyens de créer une communion entre les participants, comme lors de festivals, de concerts ou de grands rassemblements fédérateurs. Donc la convivialité, elle ne disparaît pas, elle change d'échelle, elle se réinvente autour de cercles plus proches ou à l'inverse, autour d'événements de grande ampleur où chacun va se retrouver avec une vision et une attente commune. Et dans les deux cas, l'authenticité des relations prend le pas sur le cérémonial. Et c'est ça qui est important de noter. Il y a un moment qui exprime bien justement ce changement d'échelle, c'est l'importance toujours plus grande apportée à l'apéritif, ce moment de connexion avec ses proches. Oui, alors l'apéritif connaît un nouvel âge d'or, c'est devenu un rituel de convivialité et un art de vivre qu'on réinvente. C'est une place qui est aujourd'hui assez importante dans la vie sociale des Français, qui illustre parfaitement cette évolution d'un âge d'or des moments intimistes. À mesure que les rythmes de vie se fragmentent et que les agendas se complexifient, les occasions de se réunir, elles deviennent plus difficiles à organiser et du coup, en réponse, les consommateurs ils privilégient des formats de convivialité plus souples, plus spontanés, moins engageants, moins compliqués à organiser et l'apéritif répond précisément à cette attente. Donc au fil des décennies et en particulier post-Covid, l'apéritif s'est imposé comme l'un des rituels les plus résilients finalement de sociabilité française. Il est aussi associé à un certain art de vivre, il est synonyme de détente, de plaisir accessible, de renforcement des liens amicaux ou familiaux. Et donc, à ce titre-là, il coche pas mal de cases pour remporter tous les suffrages. Et au-delà de la dimension relationnelle qu'on peut créer pendant l'apéritif, on peut voir aussi ça comme un moment de reconnexion à une forme de patrimoine français, patrimoine gastronomique et patrimoine au travers des bières, des vins et des spiritueux. Parce que quand on fait un apéritif entre amis, on a envie de se faire plaisir à moindre frais. Donc, on ne va pas hésiter à aller chercher des bières de spécialité, des vins de terroir, des fromages et des charcuteries locales qui se retrouvent donc régulièrement sur la table pour être prêts à être partagés. Donc l'apéritif, c'est redevenu une institution pour les Français. Ça l'a peut-être toujours été, mais c'était un peu en perte de vitesse. En tout cas, ça reste aujourd'hui l'un des pôles privilégiés de la convivialité. On considère en France que l'apéritif est un moment de convivialité, de détente, où le partage et le plaisir sont au cœur de l'expérience, avec des participants qui apprécient la flexibilité du moment, et qui plus est, un moment qui peut être adapté selon les goûts et les préférences de chacun, avec ou sans alcool, avec une diversité d'encas. Donc on n'est pas obligé de faire une table avec un menu unique, on peut s'adapter au plaisir de chacun et à l'envie de chacun. Et cette perception positive de l'apéritif, elle souligne son rôle important dans la culture sociale et familiale. Et quand on interroge les Français sur les produits incontournables de l'apéritif, et ça c'est des chiffres qui viennent d'une étude LSA par Appignot, sur l'apéritif en 2025, ils répondent spontanément et en priorité les chips à 36%, ensuite le saucisson à 13% et l'alcool arrive en troisième position à 10%. Et alors comment les marques investissent ce moment de l'apéritif ? Alors effectivement, comme ce moment est très apprécié, l'apéritif est devenu un moment disputé par les marques, notamment alimentaires. On retrouve autant des marques innovantes comme Bretz, par exemple, qui proposent des chips aux saveurs originales et tout aussi addictifs que les chips classiques, si on en croit les fans de la marque sur les réseaux sociaux.
À l'inverse, on a d'autres marques qui jouent la carte du localisme et de l'authenticité contemporaine, comme les Niçois, avec un apéro made in Provence, avec des packaging modernes, ou également comme la FFA, la Fédération française de l'apéritif, qui a ouvert plusieurs boutiques à Paris depuis déjà quelques années et qui propose une sélection de produits qui sont hyper qualitatifs pour réinterpréter à sa sauce le moment de l'apéritif, mais toujours avec de bons produits. Et puis, l'apéritif, c'est aussi un sujet de communication en lui-même. Il est fédérateur par essence, on l'a dit, et encore plus au moment de l'été et au moment des grands événements sportifs. Je vais donner 3 exemples. La marque Michel et Augustin, qui est connue pour ses biscuits salés, qui tente de battre le record du monde de l'apéritif à Paris. Et puis Apivore également, qui mise quant à lui sur le plus grand barbecue végétal du monde. Ou encore Pringles, qui a lancé son FC Apéro, donc comme un groupe de foot, une campagne en tout cas social média qui célèbre les échanges d'avant-match à l'occasion évidemment de la Coupe du Monde 2026. Et est-ce que l'apéritif est toujours un moment où l'on consomme de l'alcool ? Oui, alors l'alcool s'intègre complètement et toujours naturellement dans ce rituel. On a 80% des Français qui déclarent en consommer au moins parfois quand c'est une réelle habitude pour une personne sur 2, 55% qui en consomment systématiquement au moment de l'apéritif, selon l'étude LSA à Pignot. Dans les rayons des supermarchés, le vin, c'est un peu la nouveauté, il se retrouve maintenant aussi dans les corners frais dédiés à l'apéro. Et ça, c'est nouveau, c'est bien, c'est une bonne chose. Le vin a réussi à sortir de ses sentiers battus. Ça, on retrouve ça dans les magasins comme Monoprix ou Franprix ou Carrefour Market. C'est une observation assez nouvelle. Et cette évolution de consommation de vin à l'apéritif, on l'observe nous aussi dans notre baromètre annuel, le baromètre SoWine d'Anata, avec des consommations des différents types d'alcool qui sont en hausse au moment de l'apéritif, les effervescents qui sont la catégorie la plus consommée, avec 41% des consommateurs de vin qui en consomment à cette occasion. Et ça, c'est un gain de 4 points en 7 ans. Et puis une progression tout aussi notable pour le vin blanc, qui a gagné 3 points entre 2019 et 2026 à 36%. Et même le vin rouge qui a gagné 4 points à 12%. Donc, vin consommé au moment de l'apéritif. Donc, à sa manière, l'apéritif, c'est devenu bien plus qu'un simple prélude au repas. C'est un espace de rencontre, de conversation, de connexion dans un quotidien toujours plus fragmenté. On l'a dit, c'est devenu presque le moment qui remplace le repas. C'est plus libre, plus flexible. Et on est en plus dans un monde qui est saturé de sollicitations et d'échanges, numériques en particulier. Donc, prendre le temps de partager une bouteille ou une conversation, ça apparaît comme un acte presque militant. Alors, c'est intéressant cette notion de bouteille, en tout cas de format dans lesquels on boit sa bière, son vin ou ses spiritueux. Concernant le vin en particulier, on est quand même habitué à le consommer en bouteille. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'aujourd'hui, ça évolue aussi. C'est partager une bouteille, c'est plus entièrement anodin. On a une enquête qui a été menée par Wine Enthusiast à l'occasion de la Saint-Valentin qui explique que le vin au verre est moins engageant pour les personnes qu'ils ont interrogées. Et donc, que le vin au verre est préféré lors de dates au partage d'une bouteille. Parce que la bouteille, elle est perçue comme un geste d'intimité qui nécessite de synchroniser sa consommation à l'autre et de ralentir. Et les bouteilles, selon les sommeliers, sont de plus en plus réservées aux occasions spéciales ou aux groupes. Donc, charge au monde du vin de s'adapter à cette nouvelle attitude, à ces nouvelles tendances. Quand on se rend compte effectivement que commander une bouteille de vin, ça pourrait presque passer pour quelque chose de trop présomptueux ou prétentieux, toujours selon Wine Enthusiast. Et si vous demandez aux sommeliers et aux responsables de vin dans les restaurants ce que les clients commandent, il y en a beaucoup qui vont vous répondre la même chose, c'est que les jeunes clients, ils optent très majoritairement pour du vin au verre. Et les bouteilles qui étaient autrefois considérées comme le choix idéal pour 2 personnes sont de plus en plus réservées aux occasions spéciales ou aux groupes plus nombreux. Et finalement, ce que ça dit aussi, c'est que prendre une bouteille de vin, ça invite à quelque chose de plus en plus rare, une volonté de ralentir, de prendre le temps, de faire la même chose au même rythme, au même moment. Donc, on peut voir ça positivement. Peut-être que dans un monde plein de distractions, c'est aussi ça l'intimité, partager une bouteille de vin à 2. Et comment les marques de vin, bière et spiritueux peuvent-elles s'emparer de cette peur de l'intimité, justement de ce manque de connexion à l'autre ? Alors, c'est une question qui est beaucoup liée à la proximité. C'est presque l'un des piliers de la raison d'être de certains acteurs de la filière des vins et des spiritueux. Je vais donner 3 exemples qui me semblent très parlants et qui fonctionnent très bien. Pernod Ricard, d'abord, dont la signature est créateur de convivialité. Donc, on parle de convivialité là, dans la signature de la marque, qui ambitionne de transformer chaque interaction sociale en moment de partage authentique, sincère et responsable. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire sur le site de Pernod Ricard quand on s'intéresse à la vision de la marque. Et puis le second exemple, c'est Nicolas, la chaîne de cavistes qui vient de se renommer en Maison Nicolas en adoptant la signature source de convivialité depuis 1822 pour souligner justement cette proximité avec ses clients. C'est tant une proximité géographique qu'émotionnelle, avec des cavistes qui ont pour objectif aujourd'hui de conseiller au mieux leurs clients pour accompagner des moments importants, qui peuvent être plus ou moins importants, mais en tout cas, tous les moments sont importants.
L'objectif pour Nicolas, si on en croit à la lecture de leur communiqué de presse, c'était de répondre à une question simple. Qu'est-ce que nous voulons être aujourd'hui dans la vie des gens ? Et ce communiqué explique très bien qu'ils ont replongé dans l'histoire de Nicolas. Ils ont découvert qu'à l'origine, en 1822, les premières boutiques s'appelaient déjà Maison, qu'on lisait sur les devantures de l'époque ce mot maison, et Louis Nicolas, le fondateur, parlait de maison fondée en 1822. Donc le mot maison est devenu un peu le trait d'union entre ce que Nicolas a toujours été et ce qu'ils veulent être aujourd'hui, à savoir un lieu chaleureux. Les boutiques Nicolas font en moyenne 65 mètres carrés, c'est la surface d'un appartement type en France, un endroit où on est accueilli, où on se sent comme chez soi. Dans ce monde qui est perçu comme violent, anxiogène, la maison, finalement, ça rassure. C'est exactement ce que Nicolas veut incarner. Et cette signature source de convivialité, elle vient compléter cette ambition. Sachant que, si on continue sur l'explication de texte, le mot convivialité, il est entré dans le dictionnaire français en 1825, donc 3 ans après la naissance de Nicolas. Et aujourd'hui, la convivialité, c'est plus qu'un moment de joie, c'est presque un moyen de survie dans un pays où 8 Français sur 10 souffrent de solitude et où les enjeux de santé psychosociale sont majeurs. Nicolas considère, et sans doute à juste titre, que la convivialité est devenue essentielle à l'humanité. En tout cas, que leur rôle, c'est de continuer à la servir. Et puis, dans un autre registre, Heineken au Brésil, qui s'attaque à la perte de nos moments de sociabilité à cause des nouvelles technologies. Dans le cas précis de cette campagne, c'est à cause des longs messages vocaux, en partant du constat qu'on passe un temps fou à écouter des messages vocaux, mais finalement, on n'a plus le temps d'aller boire une bière avec ses amis. Selon les chiffres cités par la marque, on a 52% des personnes interrogées qui estiment que ces messages remplacent les interactions réelles, et on monte à 60% chez la Gen Z, alors même que les échanges les plus satisfaisants restent pour une majorité ceux en face à face. Donc dans cette campagne d'Heineken, la marque offre un bon contre un vocal de 3 minutes. En fait, il semble dans ce que tu racontes qu'il y a un peu une décorrélation entre le fait de boire de l'alcool avec le fait d'être ensemble, d'être connectés, et c'est de ça dont s'emparent les marques. Oui, c'est exactement le constat qu'on est en ce moment sur une convivialité qui est plus consciente et plus modérée. Donc l'apéritif demeure un moment privilégié pour la sociabilité, mais il s'inscrit désormais dans une logique qui est un peu différente. L'objectif de l'apéritif, c'est pas tant de prolonger la consommation que de préserver la qualité de l'échange. Et cette recherche d'authenticité du moment, elle s'accompagne aussi d'une évolution des modes de consommation. On boit avec davantage de modération. C'est une forme de convivialité qui est douce, qui est moins show-off, qui est plus consciente, qui est d'ailleurs promue par les marques d'alcool elles-mêmes. Je parlais de Pernod Ricard juste à l'instant. Il faut savoir que Pernod Ricard a initié dès 2009 une campagne qui s'appelle Drink More Water. Pour le groupe Pernod Ricard, il ne peut pas y avoir de convivialité dans l'excès. Et donc, le groupe promeut la modération en encourageant l'hydratation directement auprès des consommateurs avec une campagne digitale et des interventions lors d'événements festifs qu'ils organisent. Donc, l'idée, c'est de boire, certes, de l'alcool, mais aussi de boire de l'eau et de ne pas boire trop, bien évidemment. On ne peut pas parler non plus de modération sans parler de boissons sans alcool, évidemment. Parmi les initiatives qui ont retenu notre attention, on retrouve une activation entre Bud 0% et The French Bastard, qui ont organisé un DJ set en boutique en fin d'après-midi pour inaugurer leur collaboration autour du croissant Fried Chicken. Donc voilà, on se retrouve avec des collaborations entre une boulangerie, une marque d'alcool, mais qui, avec son format sans alcool, propose un événement un peu disruptif en pleine journée, avec un format de soft clubbing qui illustre une tendance à vivre pleinement, avec modération. Et puis, je citerai également cette publicité d'Heineken, cette fois aux États-Unis, qui met en scène dans une vidéo un trio qui s'entend à merveille, de No, de Low et de Slow, donc celui qui ne boit pas, celui qui boit des produits à faible teneur en alcool et celui qui boit lentement. Et dans ce film, on a ce trio hétéroclite qui se retrouve dans un bar animé pour maintenir l'ordre et veiller à ce que tout le monde profite pleinement de la soirée en toute responsabilité. Donc la marque, dans ce cas précis, elle a mis au centre de sa plateforme la connexion. Et là, elle promeut les liens sociaux sous toutes ses formes, se réunir entre amis plutôt que de scroller en ligne, être pleinement présent en famille et mettre en avant les bars locaux, retrouver ses collègues pour finalement toujours plus de convivialité. Sachant que la signature internationale de Heineken, c'est Social Networking since 1873, et ça remplace la signature qu'on connaissait tous, qui était For a Fresher World. Voilà, donc si la convivialité finalement se resserre aujourd'hui autour de moments plus intimes, il faut voir aussi qu'elle ne se limite pas pour autant au cercle familial ou amical. Et ça, on va en parler tout de suite. En fait, à mesure que les sociabilités traditionnelles s'affaiblissent, de nouvelles formes de liens émergent autour des passions, des centres d'intérêt, des expériences partagées. On en a déjà parlé un petit peu dans le podcast précédent. Et les vins et les spiritueux sont plus seulement des produits à consommer ensemble, ils deviennent presque des prétextes à la rencontre. Mais dans ce cadre-là, comment le vin, le produit en tant que tel, peut aider aussi à la rencontre ?
Alors, dans ces nouveaux espaces de sociabilité, le produit, il joue souvent le rôle de langage commun. Il facilite les échanges, il va créer un sentiment d'appartenance, il va permettre à des inconnus de se rencontrer. Et donc, le vin, c'est plus seulement un sujet d'expertise ou de dégustation. Il devient un vecteur de rencontre et de communauté, où l'échange compte autant que le contenu du verre. On a un quart des consommateurs de vin qui appartiennent à un club en France, un club de vin, 27%. 13% de ces membres de clubs de vin s'y rendent par sociabilité pour rencontrer d'autres personnes. Ça, ce sont des datas du baromètre SoWine Dynata. Je me souviens aussi d'un article du Monde qui disait « La convivialité naît d'une passion commune et de rendez-vous réguliers. C'est ce qui permet de créer un lien durable. On est dans une logique de transmission et de partage. Loin d'une approche élitiste du vin, dans ces espaces, chacun devient acteur de la dégustation en partageant ses connaissances, ses découvertes et ses goûts, en parlant évidemment des clubs dédiés au vin. » Donc, on a un vrai échange qui se passe autour de ces clubs de vin où on va avec ce point commun qui est celui du vin et on va rencontrer, échanger et discuter. Et comment est-ce que les marques de vins et spiritueux s'inscrivent dans ces nouvelles tendances ? Alors, les marques, elles le font en créant leur propre lieu de sociabilité. Ça, c'est un moyen très flagrant qu'on observe aujourd'hui. Les marques, elles se contentent plus d'accompagner la convivialité, elles l'organisent aussi. Leur but, c'est de rassembler autour d'elles une communauté qui partage un même état d'esprit, souvent autour de la curiosité, de la fête. On voit apparaître des espaces permanents privés, intimistes, dans lesquels les marques privilégient la pédagogie. Je vais donner quelques exemples avec Clase Azul, par exemple, qui est une tequila qui a ouvert un lieu pour rendre hommage aux racines de la marque, qui est rassemblée autour de ses racines, qui dit « Cette maison représente l'évolution naturelle de notre identité, un lieu de rassemblement, de partage et d'hommage à la culture mexicaine à travers des expériences authentiques, l'hospitalité et le lien humain. » Et puis, je pourrais aussi citer les exemples de la Chablisienne et de la Chartreuse qui ont ouvert des espaces à Paris où la pédagogie tient une place essentielle pour créer du lien avec les consommateurs. Alors, que ce soit au cœur de l'expérience comme dans les clubs de dégustation ou qu'ils servent de prétexte à la rencontre, le partage des connaissances favorise les échanges, il crée un sentiment d'appartenance, il nourrit des communautés durables. Mais il ne faut pas se contenter de ça, et c'est bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, les marques de vin ne sont plus uniquement dans un rapport descendant vis-à-vis du consommateur à expliquer et être didactique. Le rôle des marques de vin et de la filière, c'est aussi avant tout de créer des prétextes sociaux pour découvrir et pour déguster. Et là, le vin peut alors devenir un objet à la fois d'apprentissage et un créateur de liens sociaux. Sur ce point, on voit par exemple depuis quelques années le retour de grandes tablées, d'événements festifs, de vins qui intègrent des festivals. Je pourrais citer par exemple l'exemple des vins de Bourgogne, qui pour la deuxième année ont organisé cette année la campagne Feeling Bourgogne au Royaume-Uni. Leur idée, elle était toute simple, de faire ressentir la Bourgogne et pas juste de la faire admirer, avec plusieurs questions, c'est-à-dire plusieurs occasions de consommation. Est-ce que finalement, si on fait un pique-nique sous le soleil, on ne pourrait pas répondre Feeling Bourgogne, un after-work avec un chablis bien frais, Feeling Bourgogne, une soirée pizza entre copains ou une soirée sushi entre copines, Feeling Bourgogne. En fait, là, toute l'idée du dispositif, c'est de chercher à créer le réflexe Bourgogne. Et ça a été mis en place à Londres. Alors, évidemment, c'est plus simple parce qu'au Royaume-Uni, on n'est pas soumis à la loi E20, mais avec un objectif très ambitieux et des campagnes sur les réseaux sociaux, évidemment, pour renforcer la marque Bourgogne, pour créer du lien, pour faire passer les messages, avec aussi un programme d'influence avec des influenceurs qui partagent leurs expériences Bourgogne, et puis des événements organisés tout au long de la belle saison. Participation au festival Taste of London qui vient juste de se terminer, le Rock Oyster Festival. Donc c'est vraiment une campagne organisée par les vins de Bourgogne et qui montre que le vin, lui, qui s'est construit autour d'un rituel autour de la table, il peut en sortir pour exister lors des concerts, dans les stades, dans les festivals, dans des moments informels et avec des formats nomades. On voit aussi le retour des grandes tablées, ces événements qui rassemblent énormément de monde autour de grands banquets. Oui, c'est bien la preuve qu'on est à la fois dans une convivialité plus intimiste ou à l'inverse, dans une convivialité où on a besoin de se retrouver avec beaucoup de monde, mais autour d'une thématique commune, et les grandes tablées y participent complètement. Alors ces événements, ils réinventent souvent le banquet comme expérience d'appartenance à une communauté, à un terroir ou une culture. On pense bien évidemment en premier au Canon français qui organise depuis 5 ans des banquets sur tout le territoire français, avec pour objectif de valoriser le terroir et le patrimoine français, ou aussi à Gueuleton, qui s'associe à des domaines pour valoriser les produits locaux. Et puis, il y a d'autres grandes initiatives, comme la Grande Tablée, qui était organisée cette année pour la 2e fois à Paris par Bouillon Pigalle, Big Mama et la Machine du Moulin Rouge, tout au nord du 9e arrondissement. L'idée là, c'est simple, c'est on bloque une rue, on dresse une grande table dans cette rue, et puis on se retrouve entre inconnus pour partager un repas et apprendre à se connaître. Dans l'univers du vin, on peut aussi penser à Bienvenue en Bourgonomie, qui a été créé en 2017 avec des grandes tablées pour partager vin, plats, rires et discussions.
Et puis également le Food Festival qui est organisé par Château du Cru Beaucaillou, donc à Saint-Julien, dans la région de Bordeaux, qui entremêle banquets, cours de cuisine, ateliers et moments festifs et qui remporte un grand succès qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Et dans tous ces types d'événements, dans toute cette nouvelle convivialité, quelle peut être la place des producteurs ? Alors l'idée, c'est évidemment aussi d'aller à la rencontre de ceux qui produisent. Entre les clubs de vin et les banquets XXL, on trouve des formats un peu entre deux, qui mixent rencontres, partage et découvertes décomplexées, c'est ça l'idée. Ce qui est sûr, c'est que les consommateurs, ils cherchent de plus en plus à comprendre l'origine des produits qu'ils consomment et à rencontrer les personnes qui les élaborent. Donc si les Français se rendent toujours dans les domaines, c'est aussi aux domaines ou aux vignerons de venir à la rencontre des Français et des consommateurs, de se déplacer au cœur des villes pour créer une relation plus directe et enrichir l'expérience de dégustation des vins. Je peux donner là aussi quelques exemples. Les Gamay Days, un festival de vin de Gamay avec plus de 40 mètres de bar à vin, donc une centaine de cuvées proposées, des dégustations avec les vignerons, des food courts, des ateliers découvertes, des animations, une zone pour les enfants, des DJ sets. Donc les Gamay Days, c'est vraiment une sorte de festival où tout est pensé pour faire découvrir le Gamay de manière festive et décomplexée, donc autour d'un cépage. Je pense aussi au banquet des vins rouges de Loire. C'est 2 déjeuners qui sont organisés avec 100 vignerons et vigneronnes qui proposent des accords avec des vins rouges de 8 appellations de la Loire dans un esprit de banquet. Donc voilà, 2 exemples autour d'une longue table avec des inconnus qui deviennent voisins de repas, un territoire à découvrir, des histoires à partager. Toutes ces initiatives, elles répondent à la même aspiration qui est de vivre quelque chose ensemble. Et lorsque ce besoin de partage, il dépasse le cercle des passionnés, il prend une autre dimension. Il s'exprime dans des rassemblements plus larges où le vin, la musique, la gastronomie ou l'art deviennent des ingrédients d'une expérience collective. Finalement, c'est ça qui rend la convivialité prégnante et qui fait que ces expériences-là sont réussies, c'est qu'on n'est pas là uniquement autour du vin, on est là autour d'une multitude de choses et d'activités qui donnent envie de rester, de rencontrer des gens, encore une fois, et de vivre un moment dont on se souviendra. On assiste depuis quelques années à un essor très important des festivals. Est-ce que c'est la même chose dans le monde du vin ? Oui, alors effectivement, la convivialité, elle se déploie parfois dans des formats assez spectaculaires et mémorables. Si les consommateurs recherchent toujours plus de proximité au quotidien, ils continuent pour autant d'éprouver le besoin de créer du souvenir commun. Et les festivals dans les vignes et le vignoble deviennent de plus en plus une destination culturelle. On le voit dans les transformations de vignobles qui ont été quand même longtemps perçus comme des lieux de production et qui deviennent désormais des lieux à part entière pour l'expérience. On vient plus seulement y goûter du vin, on vient y vivre un moment, on vient assister à un concert, partager un repas, rencontrer des artistes, danser, découvrir un territoire autrement. Je pense évidemment au festival Jazz à l'Hospitalet, qui est un festival organisé par Gérard Bertrand, un lieu où la musique rencontre le terroir et la gastronomie. C'est en fait bien plus qu'un festival, c'est presque une immersion dans l'art de vivre. Et depuis 23 ans, près de Narbonne, Gérard Bertrand cultive là une sorte d'alliance entre le terroir, la gastronomie et puis la magie de légende musicale internationale, puisque la programmation, le line-up est vraiment impressionnant. Et tout ça au cœur du vignoble, avec un vignoble qui est cultivé avec soin en biodynamie et plusieurs soirées, ça dure une semaine, qui permettent à chacun de vivre vraiment une parenthèse enchantée, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis, différents formats aussi. On a toujours 3 actes, un grand dîner gastronomique, un concert dans la cour du château et puis un after-show sous les étoiles. Donc, ça permet aussi de plaire à tout le monde, de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Autre exemple avec les festivals Wine and Hip Hop, qui sont des célébrations qui réunissent la culture hip-hop et l'excellence des vins. Alors, ça a lieu en Bourgogne, en Champagne et également à Los Angeles. Et là, l'idée, c'est de dire on fait au même moment des dégustations, de la musique, de l'art, de la culture. Et donc, on propose un espace qui est finalement vivant, où on peut échanger, découvrir, célébrer le goût, célébrer le rythme, célébrer la créativité. On pourrait citer également les Tanins Électro, la première édition d'une soirée électro qui est organisée par l'appellation Blaye, Côte de Bordeaux, à l'occasion des 30 ans du Printemps des vins de Blaye. Et donc voilà, c'est quelques initiatives, mais il y en a d'autres qui montrent que le vignoble devient un lieu de vie, de culture, de sociabilité. Les vignobles savent accueillir un public élargi, montrer une facette plus accessible du vin. Et cette logique d'accueil et de rencontre, elle dépasse d'ailleurs les seuls lieux de production. Et justement, est-ce que les marques investissent aussi ce champ ? Oui, elles investissent aussi des formats éphémères pour créer des expériences collectives. On est quand même dans un marché où l'attachement à une marque qui se construit davantage par l'expérience que par la publicité. Et bien, les résidences, les tournées, les pop-ups, ça devient des outils puissants de rencontre. Plusieurs exemples là aussi, avec la maison Superboc qui a fait une résidence chez les Niçois avec 15 jours de fêtes, de musique, de performances artistiques. Donc une prise de position sur un lieu de convivialité en y apportant leur ADN avec une curation de l'expérience par la marque pour faire découvrir son univers et célébrer le mélange des cultures franco-portugaises avec une fête de la sardine. L'exemple aussi du Heineken Studio Truck, un laboratoire qui est itinérant et expérientiel, qui fait découvrir les innovations
avec des dégustations, des animations, des partenariats avec les cafés, hôtels, restaurants pour favoriser l'échange et rencontrer le consommateur, donc réinventer la dégustation en véritable expérience autour de la bière. On a vu aussi l'exemple de la Residencia Diplomatico avec des ateliers artisanaux d'objets de service, une cuisine vénézuélienne, des cocktails, des ateliers garniches. Enfin, tout un programme qui a été pensé comme une immersion unique au cœur de l'univers du rhum vénézuélien. Ça, c'était à Paris. Le Hendrix Summer Tour en 2025, une tournée immersive dans 60 établissements. Et puis aussi des ambassades de maisons de champagne comme les pique-niques de Veuve Clicquot, par exemple. Donc, tous ces événements ont finalement un point commun qui est de faire vivre l'univers de marque plutôt que de simplement le raconter. Marie, dans ces 2 épisodes, on a dit beaucoup de choses, on a cité beaucoup d'exemples. Qu'est-ce que tu voudrais que les acteurs du vin et des spiritueux retiennent de la nouvelle convivialité ? Je crois qu'aujourd'hui, la convivialité, elle se mesure plus nécessairement à la taille des rassemblements. Ils peuvent être intimistes, ils peuvent être grand public, ils peuvent être pédagogiques, ils peuvent être festifs, ils peuvent être de grande envergure. Ce qui est sûr, c'est que les moments de partage, ils continuent de rassembler. On l'a dit, les Français ont besoin de convivialité. On est dans un contexte social et économique plus tendu. Et malgré ça, les Français restent en quête d'expériences collectives capables de créer des souvenirs communs. Et cette convivialité contemporaine, elle est à la fois plus intime, plus affinitaire autour de passions et de centres d'intérêt partagés. Elle est aussi plus expérientielle à travers des événements parfois de grande envergure, pensés pour favoriser la rencontre et l'échange. Et c'est ça qui est important. Donc on est dans un paysage qui est en mutation. Et je crois que les vins et les spiritueux, ils occupent dans ce paysage une place qui est renouvelée. Certains l'ont compris, certains déjà depuis de nombreuses années. Les vins et les spiritueux, ils ont été longtemps les compagnons de la convivialité et aujourd'hui, ils en deviennent de plus en plus les facilitateurs. Le produit n'est plus systématiquement au centre de l'expérience, il sert de point de départ à une rencontre, à une découverte ou à une émotion collective. Et c'est peut-être là que se joue la principale transformation de ces nouvelles convivialités, d'être moins centré sur ce qu'on consomme que sur ce qu'on vit ensemble. Alors, ce que ces 2 épisodes nous racontent, c'est que la convivialité se transforme, qu'elle s'affranchit. Elle se glisse dans les interstices du quotidien, elle est plus spontanée, plus modérée, plus sincère. Et dans ce paysage recomposé, le vin et les spiritueux trouvent un rôle nouveau. Ils ne sont plus le marqueur d'une célébration ou d'un statut. Ils deviennent le point de départ d'une rencontre, d'une découverte, d'une émotion partagée. Et c'est peut-être là le message le plus important de ces 2 épisodes. Oui, la solitude progresse, mais le désir de lien aussi. Et tant que ce désir existe, le verre que l'on partage a encore de belles années devant lui. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.